toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Vétérans, l'émission qui rend hommage aux personnalités qui ont marqué la culture, le sport, l'art et le divertissement africain. Aujourd'hui, j'accueille la comédienne et actrice Thérèse Taba. Certains d'entre vous l'ont connue dans la série à succès Ma Famille, mais Thérèse Taba, ce n'est pas que ça. Et vous allez le découvrir aujourd'hui. Allez, venez avec moi, c'est parti. Maman Taba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce numéro de Vétérans. Nous sommes ravis aujourd'hui de faire cette interview avec vous. Ça fait longtemps qu'on a envie de vous interviewer et vraiment j'ai hâte que vous partagiez avec nous l'ensemble de votre carrière. Comment allez-vous? Ça va. On essaie de faire aller, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Tant qu'on respire, ça va. Donc, je tiens le coup. Alors aujourd'hui, on est ici chez vous pour parler de vous. Ah. La première question qui me vient à l'esprit, vous êtes Thérèse Taba. C'est 57 ans de carrière dans les arts de la scène. C'est une carrière impressionnante, une longévité exceptionnelle. On a vraiment envie d'en savoir plus. Comment est-ce que l'aventure a démarré? Bon, vous m'avez déjà présenté, sinon je suis Thérèse Taba, née le 4 mai 1951. J'ai eu mes 72 ans le 4 mai dernier. Félicitations. Ah oui. Donc, je suis entrée à l'Institut national des arts, plus précisément à l'École nationale de théâtre, en 1967. Et j'ai fait 5 années d'études artistiques. Après cette formation, je suis allée faire un stage à l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg, en France. De là-bas, je suis revenue en Côte d'Ivoire, et cette fois-ci pour enseigner l'art, la pose de la voix. Vous savez, il y a des gens qui ont des difficultés d'articulation. Ils ne savent pas comment placer leur voix, comment porter la voix sans crier. Tout ça, ça s'apprend. Il y a des exercices pour ça. Comment respirer entre les phrases pour ne pas être essoufflé. Et moi, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai choisi parce que il y a une dame, Anne Kakou, qui est ma mère spirituelle dans ce métier, qui était prof de diction. Et c'est une dame que j'admirais tellement que je voulais être comme elle, faire comme elle. Donc lorsque je suis partie en stage, j'ai choisi la pose de la voix. Et quand je suis revenue, je travaillais à ses côtés pendant quelques temps et elle s'est retirée. Elle m'a laissé la formation des plus jeunes. Vous avez débuté en tant que formatrice, à proprement parler. Vous n'étiez pas encore actrice? Si, quand je suis arrivée à l'Institut national des arts, plus précisément à l'École nationale de théâtre, j'avais trouvé mes aînés. Beaucoup sont partis. Petit Moreau, Emmanuel Diamant, Ernest Iriebi, Kone Karamoko, et j'en passe. Le dernier qui vient de nous quitter, c'est le doyen Léonard Grobier, le plus ancien, le plus vieux du groupe. J'avais trouvé cela. Il faut dire que j'ai eu la chance de trouver des gens qui sont là dans ce métier depuis des années et qui m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont ouvert les bras. Ils m'ont appris ce métier. Et quand j'arrivais, ils étaient justement en train de répéter une pièce qu'on appelle Monsieur Toroni de Bernard Dadier. Donc, j'allais chaque fois assister aux répétitions. Ils me permettaient d'assister aux répétitions. Je l'ai fait pendant longtemps, avant qu'ils ne commencent à jouer. Et lorsque il était question de faire la tournée ivoirienne, ma collègue qui est décédée aussi, ma sœur, paix à son âme, Albertine Nguessin et moi, étions restés deux parce que nous étions au nombre de 22 filles quand nous sommes allés présenter le concours
beaucoup sont partis et nous sommes restés 4. Après, les 2 autres sont partis, Albertine et moi sommes restés 2. Donc, cette dernière et moi, nous avons été appelés par nos aînés, nos anciens, à faire de la figuration dans M. Torolini. Et nous avons fait toute la tournée ivoirienne avec eux. Nous avons fait la tournée africaine avec eux. Il faut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants, je leur dis merci. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes je suis ce que je suis aujourd'hui. Et en particulier, bienvenue Neba, qui a été mon père spirituel dans ce métier, Anne Kakou, qui a été ma mère spirituelle, mais il y avait Sidiki Bakaba, qui aussi m'a épaulé avant qu'il ne parte rester en France. Donc, il y avait Atawa Mathieu aussi. Donc, il faut dire qu'on a eu cette chance-là d'avoir des aînés qui n'ont pas fait de barrière entre eux et nous. C'est vrai, nous faisons un métier collectif. Et si vous n'ouvrez pas les bras aux plus jeunes, ils ont peur de vous approcher et ils ne peuvent pas évoluer normalement. Or, il faut réussir à les attirer vers vous, à les mettre à l'aise pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Et c'est ce que mes aînés ont fait. Je leur dis encore 1000 fois merci. 1000 fois merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bienvenue Neba. Papa, merci à toi. Anne Kakou, maman, merci à toi. Voilà. C'est après cela, pendant qu'on jouait, on prenait des cours. On avait des profs qui étaient arrivés de France, des Européens à l'époque qui étaient là, qui nous formaient. Il y avait des Africains. Sur le plan pratique, c'était ces Européens qui sont arrivés de France. Et sur le plan théorique, il y avait nos professeurs d'université, tels que Zadi Zaou, à son âme, Barthélemy Kochi, Poo Asepo, et des gens passent. C'est ceux-là qui venaient nous donner des cours théoriques. Donc nous avons eu une formation pleine avec ces gens-là. Et nos aînés comme Bitimoro, Globier Léonard, Kone Karamboko, Sidiki Bakaba et autres faisaient la pratique après le départ de tous ces expatriés qui étaient là. C'est eux qui ont pris la relève et qui nous ont formés comme il faut. Donc vraiment voilà, avant que je ne parte en France pour mon stage, voilà le parcours. Nous avons fait beaucoup de tournées. Nous avons été à des festivals avec nos aînés avant que je ne parte en stage en France. Tout à l'heure, vous avez remercié des personnes en particulier, dont M. Bienvenu Neba et Mme Anne Kakou Diop. Et nous aussi, on souhaiterait leur dire merci parce que c'est un peu grâce à eux qu'on a eu la possibilité de voir éclore votre talent. J'avais envie de vous demander comment est-ce que votre intégration s'est passée dans la troupe quand vous avez commencé à partir en tournée avec les aînés? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit quand vous arrivez quelque part, que vous êtes très bien accueillis, que des gens ne font pas, ils ne mettent pas de barrière entre eux et vous, vous évoluez facilement. Et c'est ce que nos aînés ont fait. Et donc, quand on partait en tournée, on était tellement bien encadrés. Je vais vous raconter une histoire. Mon papa, bienvenue Neba. Merci encore, papa. Je suis fière de lui. Parce que, vous savez, ce métier-là, quand les jeunes filles l'intègrent, il suffit de 2 ou 3 applaudissements, elles se prennent pour le centre de la terre. Elles font n'importe quoi. On n'arrive plus à les maîtriser. Mais bienvenue a su nous encadrer. Quand on faisait des tournées, je me souviens, on était parti à Korogo, nous étions logés dans un lycée. On a un de nos amis, à son âme, Jean Tapen. Et on était tous sur des lits d'internat, bien sûr. Bienvenue est venu se mettre entre Albertine et moi, parce que chacun avait son lit. Il était là, le lit du milieu, pour pouvoir mieux nous surveiller. Et quand Tapen se lève pour aller aux toilettes, Neba se redresse, il dit, mais bienvenue. Laisse-moi les faire pipi. Qu'est-ce qui se passe? À cause de tes 2 filles-là, on ne peut plus se lever et dire, ah, vous êtes des loups, moi j'ai l'œil sur vous. Donc c'est quelqu'un qui nous a vraiment encadrés, qui nous a donné des conseils tels que on se disait qu'on avait toujours à apprendre, qu'on n'était pas encore arrivé. Lorsque nous avons fait la tournée africaine, on est arrivé à Kinshasa. Je me souviens, après une prestation, il y a un ministre qui voulait nous inviter, nous les 2 filles. Bienvenue a dit non, vous invitez toute la troupe ou vous n'invitez personne. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? On n'est pas parti.
Ici, même en Côte d'Ivoire, à Bengou, à l'époque, il y avait un préfet qui était là, qui, après la représentation, voulait nous inviter. Et Albertine Mon s'est précipité dans la voiture, il nous a fait descendre de la voiture. Il dit, allez, au lit, allez dormir. C'est vrai, quand vous êtes plus jeune, ça vous énerve. Dit, ah, voilà des personnalités qui nous appellent et ils nous empêchent de les rencontrer. Mais aujourd'hui, avec du recul, on se dit, mais oui, parce que qu'est-ce que ces gens allaient faire de nous? Et ils allaient nous rejeter comme du citron qu'on a pressé. Donc il a dit, il faut garder sa dignité. Il faut garder sa dignité. Et c'est ce que nous avons fait. Je lui dis encore merci. Voilà. Alors j'ai envie de revenir sur les premières sensations que vous avez éprouvées, notamment lors de votre toute première scène. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand vous avez joué pour la première fois devant un public? Voilà, ce qui nous a un peu sauvés, c'est que c'était de la figuration au départ. Donc on faisait partie de la foule, on suivait le rythme, c'était des applaudissements, des danses et autres. Mais c'est le jour où j'ai eu à interpréter le rôle de Madame Diop, de Anne Kakou. Et cette femme-là, j'ai dit, mais c'est pas possible, elle m'aime pas. Moi, je l'aime, mais je me rends compte qu'elle ne m'aime pas. On a assisté aux répétitions, elle a répété tout le temps. Et à une semaine de la première à l'hôtel Ivoire, elle dit qu'elle est malade. Il faut qu'on la remplace. Le metteur en scène dit, Thérèse, voici le texte, tu as une semaine pour jouer. Mon Dieu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Que Anne Kakou est malade. Je dis, mais c'est ce moment qu'elle choisit pour être malade. Donc cette femme-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me veut? On m'a fait répéter. Et Bienvenue Neba, et Sidiki Bakaba, et notre, comment on appelle ça, le metteur en scène. C'était tout le monde qui était à mes petits soins pour me faire travailler. Le jour J, on arrive à l'Ivoire, qui je vois devant la porte d'entrée, Anne Kakou. Je dis, mon Dieu, je n'avais pas eu tort de mal juger cette femme. C'est-à-dire que là, elle est arrivée pour me perturber, pour que je ne puisse même pas prononcer une phrase. Cette femme qui joue, tout le monde pleure dans la salle. C'est son rôle que moi je prends, moi comme ça, là, que je prends. Si elle n'était pas là, peut-être que j'allais faire un petit effort, mais elle est là, je pourrais jouer. Vous aviez peur de ne pas être à la hauteur? Ah oui et non. Et puis de toute façon, même quand je jouais parce qu'il fallait jouer. Je ne pouvais pas être à la hauteur de cette femme. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas à la hauteur de Anne Kakou. Voilà. Donc c'est dans les coulisses là-bas que les autres ont essayé de me remonter le moral, disent que non, c'est pas méchant ce qu'elle a fait. Elle veut venir voir ce que tu peux faire. Mais c'est que ceux qui étaient dans la salle pouvaient me voir sur la scène, la tenue que je portais. Je tremblais de tout mon être, tellement j'avais peur. Et quand ça s'est calmé, j'ai pu jouer. Heureusement que ce n'était pas du début à la fin. Elle avait, comment dirais-je, elle avait 2 ou 3 entrées, c'était tout. Et quelques phrases, c'était tout. Mais c'est quand elle entrait, c'était poignant. Donc bon, j'ai fait ce que je pouvais. Notre directeur, qui était en même temps le metteur en scène, M. Albert Bodbol, personne là, est venu me trouver dans les coulisses, il dit c'est mauvais. C'est mauvais, c'était pas bon du tout. Comment vous avez fait pour rebondir face à cette critique? Donc, comme je disais, mes aînés, Bienvenue Neba, Sidiki Bakaba m'ont dit, tu sais qu'on ne dit jamais bravo à quelqu'un qui fait du théâtre. D'abord, quand tu vas jouer, on te dit merde. Et quand tu as fini, on te dit, pour que tu fasses mieux, on te dit, c'est pas bon. Donc ne t'en fais pas. On a doublé d'efforts. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on a joué 3 fois. Quand j'ai fini le 3e jour, il est venu, il m'a soulevé, M. Albert Bodbol. Bravo ma fille, c'est ce qu'on voulait de toi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit donc, Tanti Anne m'aime vraiment. Elle a voulu que je sois comme elle. C'est vrai, pour le moment, je peux être comme elle, mais je suis sur le chemin. Donc c'est comme ça que j'ai pu moi-même être sûr de moi, avoir confiance en moi, et puis continuer à faire ce métier-là. Sinon, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est là que vous avez compris rétrospectivement qu'en réalité, c'est une opportunité véritable qu'elle vous offre. C'est ça. C'est après que j'ai compris que cette femme-là, même sincèrement, elle veut absolument que je sois comme elle.
Et ça m'a encore donné beaucoup plus d'énergie. Et j'ai foncé tête baissée. J'ai joué. Des milliers de pièces. Nous avons fait des tournées. Nous avons joué sur place ici à Abidjan. Et vraiment, c'est parti comme ça. C'est pour ça que je dis que tout dépend de ceux qui vous reçoivent. Quand vous arrivez chez quelqu'un qui vous reçoit la mine serrée, vous ne pouvez même pas vous asseoir, vous partez. Mais quand il vous ouvre les bras, vous vous sentez plus à l'aise. Et c'est ce que nos aînés ont fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Sinon, on se serait sauvé. Beaucoup ont fui. Hein. Parce qu'il y a des gens qui venaient. Justement, j'ai des amis qui sont partis, mais qui au départ disaient « Ah, mais c'est quoi ça? On nous demande d'acheter des bouquins, Molière, Shakespeare, Racine, Corneille, mais pourquoi? Vous faites du théâtre, qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est pas pour venir faire des scénettes. » Donc, dans leur idée, c'était ça. Venir là, faire rigoler les gens, tout et tout. Et puis, ils se rendent compte qu'il y a un programme qui est là. On nous demande d'acheter des bouquins. On avait des cahiers, il fallait écrire. Il y avait des professeurs de la littérature, professeurs de français. Ils disent non, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'elles sont toutes parties. Elles sont toutes parties. Beaucoup ont pensé que faire du théâtre, c'était s'amuser. Parce qu'il y a des gens, souvent, quand ils vous rencontrent en ville, ah, Manuel Taba, mais c'est bien ce que vous faites. Ah, moi, j'ai ma fille qui a fait le CE1, mais elle ne veut plus aller à l'école. Est-ce qu'elle peut pas venir chez vous là-bas? Ça veut dire que les gens ne prennent même pas ce métier au sérieux. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc à certains, je disais, oui, mais elle peut être aussi la directrice de l'école, pourquoi pas? Au lieu de venir pour nous faire rire, elle peut nous diriger. Alors que moi, je suis partie en stage à Strasbourg. Ce que j'ai trouvé là-bas, les étudiants de l'école supérieure d'art dramatique, c'était des gens qui venaient d'avoir leur bac. Beaucoup étaient orientés là-bas. Et nous, on faisait notre stage auprès des professeurs qui étaient là-bas. Ne faisaient pas du théâtre qu'ils le voulaient. Parce que pour que tu interprètes une œuvre de Shakespeare, de Molière, de Racine, de Corneille, il ne faut pas dire je l'ai dit ou bien je lui ai vu. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut connaître. Il faut connaître. Ce n'était pas n'importe qui le faisait. J'ai dit, mais c'est dommage que les gens ne viennent pas dans ce genre d'institut-là. Surtout ici en Côte d'Ivoire, on avait l'école de théâtre. Ils doivent venir voir pour savoir que ce n'est pas n'importe qui fait ce métier-là. Il faut avoir quelque chose, du feu dans son cigare pour faire ce métier-là. J'aime bien l'expression que vous avez utilisée. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience à Strasbourg, dans un milieu étranger où il fallait s'adapter? Voilà, lorsque nous sommes arrivés à Strasbourg, bon, la chance qu'on a eue, c'est que notre prof d'expression corporelle, mademoiselle Landry, paix à son âme, est rentrée en France et elle a été affectée à l'école supérieure d'art dramatique de Strasbourg. Donc déjà, c'est une femme qui a vécu des années avec nous ici en Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'était un soulagement. Et parmi nous, c'est Kodio Bouclé, mon collègue, paix à son âme, qui lui faisait de l'expression corporelle quand elle était ici et il a voulu enseigner cela. Donc lui, il était plus attaché à Landru. Moi, j'ai voulu faire la pose de la voix. J'avais deux profs que je ne connaissais pas, mais qui ont essayé de me mettre à l'aise. Et c'est comme ça que je les ai assistés. Taloko Dago, paix à son âme, lui, il a voulu faire des recherches africaines. Donc, il avait lui aussi son groupe. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. Et je vais vous dire quelque chose. Kodio Bouclé, paix à son âme, qui faisait de l'expression corporelle avec mademoiselle Landry, qui était notre prof d'expression corporelle ici en Côte d'Ivoire. Un matin, Landry ne se sentait pas bien. Elle était vraiment très fatiguée. Elle a demandé à Kodio Bouclé de diriger le cours. Oh, les petits blancs, ils sont pas hypocrites. Hein. Quand il a fini, il dit, oh là là, mais on se sent bien. Mais voilà un vrai cours d'expression corporelle. Que mademoiselle Landry est fatiguée, ses mouvements ne sont pas justes. Nous, on n'en veut pas, nous voulons M. Kodio. Donc lui, il ne voulait pas. Il me dit comme ça, ah mais écoute Thérèse, ce n'est pas possible, elle est payée. Et puis moi, avec ma petite bourse, je vais diriger les cours. Je dis, cher ami, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton CV. Tu te rends compte? Toi, tu arrives ici, en Europe, en France, tu arrives ici, et puis on te confie un cours parmi tous ces petits blancs. Donc, et c'est comme ça qu'il a dirigé le cours toute l'année. Bon.
Donc, il faut dire qu'au départ, vous avez quand même peur. Vous êtes ici, chez vous, vous voyez vos frères qui sont comme vous, c'est plus détendu. Vous arrivez quelque part, vous ne voyez que des blancs. Et cela, il faut travailler avec eux. Bon, quand tu aimes quelque chose, quand tu as envie de réussir, tu ne crées rien. On te on te dit tire ce cheval, tu vas le tirer. Tu vas avoir l'énergie de tirer ce cheval-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, quand je suis revenu, moi, quand je suis rentré, j'ai trouvé ma maman spirituelle, Madame Diop, Anne Kakou, qui donnait des cours de diction toujours. J'ai travaillé à ses côtés pendant quelques mois. Et elle m'a dit, bon, je te confie tout le cours. Et elle s'est retirée. Donc voilà. C'est ainsi que vous êtes devenue formatrice. Voilà. C'est comme ça que je suis devenue formatrice de 1973 jusqu'en 2003. 30 ans de service. Et 30 ans de service, j'ai été touchée par les 30 ans de service et j'ai été mise à la retraite. Sinon, à l'époque, la retraite, c'était à l'âge de 55 ans. Mais en 2003, j'avais 52 ans. Mais j'étais touchée par les 30 ans de service. 73, 2003, ça fait 30 ans de service. Donc, j'ai été mise à la retraite. C'est comme ça depuis 2003. Ça fait 20 ans que je suis retraitée. Sur le plan administratif, mais sur le plan, le plan artistique, là, il n'y a pas de retraite. Ouais. C'est comme ça, on me voit de temps en temps dans certaines publicités, dans certains films, jusqu'à ce que j'arrive aujourd'hui à travailler avec ma fille, Akissi Delka, qui me prenait déjà comme sa maman en son temps, quand elle était avec Govier Léonard. Ce n'est pas dans ma famille que je suis sa maman, c'est depuis la nuit des temps. Il y a elle, il y a Aïcha Kone. Voilà mes deux filles de l'époque. Il y a une, elle est partie en France, Florence. Donc voilà mes deux filles qui sont restées attachées à moi jusqu'à ce jour-là. Voilà. On va revenir sur le chapitre Ma famille très bientôt. Oui. Mais j'avais envie d'évoquer à nouveau l'aspect théâtral. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un souvenir particulier que vous gardez, notamment lors des tournées? Est-ce qu'il y a un pays qui vous a frappé, une représentation qui vous a marqué particulièrement? Bon, je veux dire que lorsqu'on faisait les tournées, on avait la chance d'avoir un chef d'État, le feu président Félix Houphouët-Boigny, qui mettait tout à notre disposition. Donc quand on arrivait quelque part, même quand on était mal vu, parce que ça s'est arrivé plusieurs fois, hein, où les gens n'aiment pas beaucoup les Ivoiriens. Ils trouvent qu'on est gonflé, on est ci, on est ça. Mais, donc ce côté-là faisait que, et comme on était soudés nous-mêmes dans ce groupe-là, donc on arrivait à affronter ces personnes-là. Je me souviens du festival le festival d'Alger en 1969. Nous sommes partis à Alger. À l'époque, sur le plan politique, ça n'allait pas du tout entre ces pays-là et nous. Donc quand nous sommes arrivés, ce n'était pas le bon accueil. Et les gens ont fait de telle sorte que tous les pays qui n'étaient pas acquis à leur cause étaient logés dans un lycée. On appelle ça le lycée Kaloubié. C'est des Congolais, des Ivoiriens. Et ils avaient déjà fait leur classement avant même que le festival ne commence. C'est-à-dire que tous ceux qui devaient jeter loin, ils les ont logés ensemble. Et c'est comme ça que nous avons joué M. Toroni. Mais curieusement, le président Ouari Boumedienne, c'était le président d'alors, Ouari Boumedienne, ayant vu le spectacle à la télé, qui était télévisé, a demandé à ce qu'on rejoue. Tellement ça lui a plu. Nous avons rejoué. Maintenant, au moment du classement, on nous dit « Ah oui, vous n'avez rien, vous êtes hors concours. » Mais ce n'est pas possible. On est venu pour conquérir, pour concourir plutôt. On n'est pas venu pour être hors classement. Donc, vous devez nous classer comme il se doit. Il n'a pas voulu nous ajouter de côté. Et puis, on était tous démoralisés. Donc, quand on est rentré à l'internat, on n'a pas dormi cette nuit-là. On n'a fait que parler de ça, mais ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent nous traiter comme ça? Le matin, on dit l'ambassadeur Aïdara, c'était l'ambassadeur Aïdara, qui était ambassadeur de Côte d'Ivoire à Alger.
L'ambassadeur vient vous voir. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On se lève. C'était des enveloppes que Foué avait apprêtées pour nous. On a envoyé à l'ambassadeur pour venir nous les distribuer à l'internat. Parce qu'on a dit qu'on était logés à l'internat. Il dit, mes enfants logés à l'internat, ils vont à un festival, ils ne sont pas dans un hôtel, à l'internat. Envoyez-les à ces enveloppes-là. Oh, ben du coup, on était guéris. Hein. On a chanté, dansé. On dit, ben nous, on ne peut pas aller manger à l'internat comme tout le monde. Hein. On était dans les restaurants. Et tout ça, c'était fait pour énerver les gens. Donc, on finit le festival. À la clôture, on se rend compte que le drapeau ivoirien n'est pas représenté sur le stade. On avait fait l'ouverture du festival où on devait faire maintenant la clôture. Et comment est-ce que vous avez réagi face à cela? Nos aînés ont dit non, on ne défile pas. Grogui en tête. Donc l'ambassadeur Aïdara a dit, les enfants, ne vous en faites pas. Ce n'est pas les drapeaux qui manquent, il y en a tellement à l'ambassade. On va vous confectionner un drapeau que vous allez prendre pour éviter les bruits diplomatiques défiler. Vous avez déjà fini, où est le problème? Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec un drapeau. Et on avait une tante à l'époque, tante Marie-Jeanne Sako, très grande. C'est elle qui tenait le drapeau et nous avons défilé. Et j'ai oublié un passage. Et le président Boumedienne avait reçu tous les festivaliers. On est allé, c'était pour manger. Mais qu'est-ce que les gens ne nous ont pas dit? Les Éthiopiens qui venaient autour de notre carte, qui nous appelaient les pigeons de la France, des vendus que vous êtes. Les femmes guinéennes se lavaient les mains puis venaient nous éclabousser. On nous a tout fait. Quand ils font ça, on fait ça, puis on continue. Donc, on finit le festival, on finit cette séquence-là, on doit rentrer. Et c'était cette nuit-là qu'on devait quitter Alger. On s'en va là, la police nous barre le chemin, on dit non, le festival n'est pas totalement terminé. On dit mais le programme que nous avons, nous on quitte Alger ce jour-là. On dit non. Et heureusement qu'on avait des guides qui connaissaient bien leur ville, donc ils ont fait des détours jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport. C'était pour 3 h du matin. 2 h du matin. On était là. 2 h, 4 h, 4 h, 6 h, 6 h, 8 h. Jusqu'à un moment donné, la police vient et puis ils disent même pas, mettez-vous de côté, mais ils disent la Côte d'Ivoire dehors, que le Nigeria doit prendre place. Qu'est-ce que ça signifie? Pas de vol pour vous pour rentrer? Ouais. Pourtant, il y avait un vol, hein, mais c'est parce qu'on voulait se foutre de nous, c'est tout. La Côte d'Ivoire dehors, le Nigeria doit prendre place. La délégation ivoirienne doit s'asseoir dans la salle d'attente dont on sort. Ce jour-là, le gouverneur Grogui a dit des salles d'attente comme ça, on en a plein chez nous. Et vous avez le couteau, mais moi j'ai mes coups de poing. Je vais vous bourrer la gueule. J'ai commencé à pleurer, je dis bon, on est dans un pays arabe vraiment. Tonton Léo, il faut laisser, laisse. Mais c'est pas possible. Et l'ambassadeur, l'autre ambassadeur a été informé. Il est arrivé, il dit bon les enfants, montez dans le car. Le car qui est là, c'est le car de la Côte d'Ivoire. C'est comme si vous étiez à Abidjan. Montez dans le car, on va venir vous servir un repas. Il est déjà midi, on va vous servir un repas. Vous pouvez rester dans le hall comme ça, comme des... Et c'est comme ça que un service traité est venu, nous a servi à manger. Il y avait en ce moment la chanteuse la Nina Simone, il y avait Myriam Makeba. Ceux-là, on leur avait déroulé le tapis, hein. Et nous, on nous a vidé. Et pourtant, c'est la même couleur de peau. Merci. Qu'est-ce qui aurait fait la différence? Je ne sais pas, parce que entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, ça n'allait pas. Donc, les personnes comme ça, il faut les traiter comme on veut. On monte dans l'avion à 14 h. On est resté 1 heure de temps dans l'avion en train de transpirer. D'abord, avant de monter, ils nous disent comme ça, ah, dans quelques heures, vous allez, dans peu de temps, vous allez monter dans l'avion partir. Que le vol, l'avion qui doit vous transporter, a eu un souci. Il y a une roue qui a éclaté en l'air, on est en train de la réparer. Tout ça pour nous démoraliser. Vous vous rendez compte, un avion, on dit la roue a éclaté, ils sont en train de réparer, c'est dans cet avion et nous devons monter. Mon Dieu, on a vécu tout ça. C'est pas grave. On est monté à 14 h, c'est à 15 h
que leur espèce d'avion, là, je ne sais même pas si on peut appeler ça un avion, mais c'était des trous d'air que je n'ai jamais vu dans ma vie. L'avion, on a l'impression qu'il veut tomber, il remonte. Je dis, mon Dieu. Bah, bientôt, je vois la scène, il y a une hôtesse qui est passée, monsieur, ne lui parle pas. Il y a une autre qui passait, il a eu tellement peur, il a grippé à sa jupe. On dit, laisse la femme. Il dit, non, non. Et quand on est arrivé à Abidjan, il dit, bon, maintenant, lui, il peut parler, mais il ne parle pas anglais. On a vécu tout ça. On est revenu. Et c'est 40 ans après, parce que c'était en 1969 que ce festival a eu lieu. Il n'a plus eu lieu jusqu'à 40 ans après, en 2009. On dit le festival d'Algérie, mais qui va aller là-bas? Le seul qui est parti, qui n'a peur de rien, qui est parti, c'est Sidiki Bakaba. Il est parti 40 ans après. C'est-à-dire que ce festival, alors que normalement, le festival, c'est tous les 2 ans, mais chaque année. Non, là, c'est 40 ans après. J'ai dit, au moment où le pays était encore calme, on n'est plus reparti, on nous a maltraités. Aujourd'hui, on lance des bombes partout, c'est là, moi je vais aller à Alger, non. Pardon, je ne peux pas. Donc c'est comme ça que... Sinon, il y a des pays qu'on a visités, comme le Niger par exemple. C'est vrai, hein? On ne nous donnait pas de l'argent. On était bien reçus au Niger par exemple. Le président Amani Diori, c'est quand nous sommes arrivés à 6 h du matin à Niamey, il y a eu un de ces soleils qui nous a accueillis. Mon Dieu, on nous a logés dans un foyer de jeunes. Et la cantine dont je parle, Marie-Jeanne Sako, qui elle connaissait déjà le Niger, qui elle aussi connaissait déjà le président Amani Diori. Dès qu'on est arrivé au foyer, elle s'est retirée discrètement. Et puis, on était là, on voit des endroits qui arrivent, les véhicules militaires. Là. Moi, je commençais à pleurer. J'ai attrapé mes bas. Je dis, papa, là, on vient nous arrêter ou quoi? Il dit, mais toi, tu te prends au sérieux, hein? C'est le traumatisme de l'expérience algérienne. Oui, il dit, mais toi, en Côte d'Ivoire, tout le monde ne te connaît pas. C'est ici, au Niger, que tu vas avoir des problèmes avec les gens, au point de faire venir des militaires pour toi, mais tu te prends au sérieux. Et on voit Tante Jeanne qui descend, toute grande là, avec son chapeau de paille. Elle dit, les enfants, tous à l'hôtel de la présidence. Et c'est comme ça, on nous a tous embarqués, on nous a amenés à l'hôtel de la présidence. Et après, il y a eu un repas, Manu Diori nous a reçus, on a mangé ensemble, tout et tout. Financièrement, on ne nous a rien donné, mais à Dakar, Senghor, il est venu nous dire au revoir devant Daniel Sorano, sans quelque chose en retour. Bon, par contre, quand leur délégation venait ici, les artistes venaient ici, il faut leur donner beaucoup d'argent. Mais nous, c'était des réceptions, c'est de la boisson, la nourriture, mais financièrement, rien. Donc, on a parcouru tous ces endroits-là, on a vu un peu, on a fait tous ces pays-là, hein, le Cameroun, le Niger, le Sénégal, le Bénin, à l'époque c'est le Dahomey, comment on appelle ça, le Togo, et puis tous ces pays-là, on les a parcourus. Bon. Donc je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des endroits où ça n'a pas été ce qu'on espérait, mais ça a été une très belle expérience d'avoir choisi d'avoir ce métier, de l'avoir pratiqué, d'avoir fait cette tournée. C'est vrai, financièrement, on n'a pas eu des millions, mais sur le plan des relations humaines, les portes s'ouvrent à vous quand vous êtes dans ce métier-là, que vous le faites bien et que vous vous faites respecter. Parce qu'il y a être dans un métier que tout le monde aime, et puis ne pas se faire respecter aussi, et puis ne pas briller. Donc c'est ça. Donc c'est un métier, c'est vrai, on n'a pas reçu on n'est pas devenu milliardaire ni millionnaire, mais il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes à nous. Les gens vous aiment bien, les gens vous félicitent, c'est ça. À travers votre récit, j'ai senti quelque chose qui m'a frappée. C'est le fait que Feu Président Houphouët semblait tenir à la culture, c'est-à-dire qu'il valorisait les artistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez
expérimenter au-delà de l'enveloppe remise en Algérie? Oui. Il faut dire quelque chose, c'est-à-dire que le président Houphouët-Boigny n'était pas trop porté sur la culture. Ce n'était pas un homme de culture, mais c'est quelqu'un qui aidait tout ce qui était ivoirien, qui allait à l'extérieur. Tu quittes son pays, tu vois quelque part, il veut que tu sois bien vu. Sinon, tu vas trouver comment nous avons réussi à avoir l'Institut national des arts. C'est M. Albert Bodbol, qui était un fonctionnaire international de l'UNESCO, qui est venu à l'époque, nous on n'était pas encore là, hein, et qui a trouvé nos aînés, les bienvenus des bars, Sylvie Bakara et autres là. Et comme il est porté sur le théâtre, il les a trouvés au centre culturel de Freshfield en train de jouer. Quand il les a vus jouer, il allait rencontrer au feu et dire, mais tu as des talents dans ton pays, est-ce qu'il y a un institut? Il dit non. Il dit non, non, non. Il faut créer un institut. Il dit bon, ben toi tu pars, tu reviens, et puis tu me mets tout ça en place. C'est comme ça que Albert Bodbol est revenu en Côte d'Ivoire. Et quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il était logé à l'Hôtel d'Ivoire. Et il cherchait un local, un endroit pour construire un institut, créer un institut des arts. Et il y a un jardinier, Bila paix à son âme, qui a d'ailleurs fait, qui est devenu le gardien de l'INA, qui a fait même tous ces enfants-là. Il a sympathisé avec ce dernier, puis il lui a dit, accompagne-moi, je veux visiter un peu la ville. Et il paraît qu'ils sont venus vers là où se trouve l'institut aujourd'hui. Le premier bâtiment qui est en bordure de route, c'est ce bâtiment qui était construit. Et c'était pour le ministre Bédier, Konan Bédier. En ce moment, il était ministre de l'économie et des finances. Il a construit ce bâtiment pour en faire les bureaux d'archives. Et quand le Blanc l'a vu, ce bâtiment, il dit c'est un bon bâtiment, bien placé, c'est ce qu'il veut. Donc il allait voir le président Oufou, il dit ah, je trouve un bâtiment, ça me convient, mais on me dit que c'est pour le ministre de l'économie et des finances. Le président a dit tu peux prendre le bâtiment. C'est comme ça il a dit à Bédier de chercher ailleurs et il lui a donné ce bâtiment. Et il a gardé ce jardinier comme gardien et ils ont construit la deuxième aile. Quand nous on entrait en 67, les bienvenus étaient déjà là, eux sont là depuis 63 hein, et ils étaient au plateau. Il paraît qu'il y avait un local au plateau, c'est là-bas qu'ils allaient prendre leurs cours, mais c'est des gens qui travaillaient puis les soirs allaient prendre des cours d'art dramatique. Depuis 63, nous on est arrivé 4 ans après. Et quand on arrivait, ils étaient déjà là où se trouve le bâtiment actuellement. Et c'est comme ça que l'Institut a été créé. Ils ont fait le département de théâtre, le département de musique et le département des beaux-arts. Après, on a ajouté la musicologie. Donc voilà un peu comment cet institut a été créé. On va laisser de côté le théâtre quelques instants pour plonger dans la carrière cinématographique de Thérèse Taba. Ouais. Alors, votre premier rôle? Le premier film dans lequel j'ai joué, c'est Abousson, d'Henri Dupac, Feu Henri Dupac, paix à son âme. C'était un bon réalisateur, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bien. Et là, il faut dire que je ne devais pas tourner dans ce film-là. Je m'apprêtais à aller en stage. C'était en 1972 quand on devait aller en stage. Je crois que c'est quelques jours avant le départ. C'est là qu'il m'a approché, il m'a dit, voilà, il y a une jeune fille qui doit jouer le rôle d'une malade dans le film. Mais au dernier moment, ses parents n'ont pas voulu. C'est vrai, je ne t'ai pas fait signe parce que c'est un petit truc. Donc je me dis, il faut mieux pour toi. Bon, maintenant que je suis vraiment embêtée, viens. Et c'est comme ça que j'ai joué à Abousson. C'était mon premier rôle. Ça. Et quelques jours après, je suis partie à Strasbourg. Et quand je suis revenu, il y a eu les télés pour tous. Bon, on a joué un peu, l'imprévoyant, coup. Et puis, il y a eu d'autres séries. Et ensuite, il y a eu les délicieux de Sylvie Bakara. Enfin, Étienne, tu sais bien qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Hortense,
Qu'est-ce qui se passe? Tu es trop nerveux aujourd'hui. Hier déjà. Le jour avant-hier aussi. Écoute, Hortense. Il y a eu balle poussière dans la rue du parc. Personne n'a rien à dire? Moi, si. Quand tu m'as demandé en mariage, tu avais 3 femmes. Et tu m'as dit que l'homme doit avoir 4 épouses. Une pour multiplier la famille, une pour entretenir la concession, une belle femme pour remplir l'homme d'orgueil, et une dernière pour être aimée. Et celle-là, c'était moi. Après ça, tu as pris une 5e Nyang, qui est aujourd'hui la favorite. Et maintenant, tu veux prendre une 6e. Mais pourquoi faire? Pour faire des enfants? Diatio, ça c'est avec Yo, Kozulowa et Jean-Luc Moula. Oui, au passage, j'ai oublié de parler d'un de mes doyens qui m'était très cher, qui était vraiment quelqu'un de bien. Bourkwadjo, Koutoukwakou. On l'appelait Koutoukwakou dans l'imprévoyant. Bon, il est décédé en France, il a été enterré là-bas parce que sa femme est française. Voilà, tous ces gens-là qui m'ont encadré. Donc, j'ai plusieurs fois tourné avec lui. Et après, maintenant, c'était Bienvenue Niba. Voilà. Sinon, il y a eu plusieurs films. Et le tout dernier, c'est Ma famille. Delta répond. C'est toi qui as mis le canari dans la maison ou c'est pas toi? C'est tout ce qu'on demande. Hein? Non, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas comment ça s'est passé. Pourquoi tu parles ici? Voilà ta maman, voilà ton oncle, ils sont là pour t'entendre. Tout le monde va savoir. Moi, je t'ai dérangé pour rien. Là. Allons. Blaise, il faut l'appeler, on va lui demander pardon. Hein? Parce que si Angéline Nadi apprend ça, le mariage de ma fille est foutu. Mais je ne sais pas ce qui t'a pris. D'aller prendre ce gris-gris pour mettre sur le lit de ton mari. Cet homme, il t'aime. Je peux dire même qu'il t'a fait. De temps en temps, bon, il y a des gens qui nous font appel. Comme il y a 2 ans, il y a un Burkinabé qui avait fait son tournage là-bas, mais il y avait une histoire où le fils de ce couple-là devait faire la Côte d'Ivoire. Donc il fallait venir faire un passage, tourner un passage ici en Côte d'Ivoire. Mon papa, Bienvenue Niba et moi avons été contactés et nous avons fait cette petite séquence-là ici. J'ai oublié le titre du film. Et voilà. Donc de temps en temps, j'ai tourné avec Guy Kalou, j'ai tourné avec la petite Emma Louest, nous avons tourné le mec idéal, le vrai mec ou le mec idéal? Le mec idéal. Voilà, elle était la fille de Marie-Louise Assou, et à son âme. Et nous avons tourné, c'était une excellente comédienne, je ne sais pas pourquoi, actrice de cinéma, je ne sais pas pourquoi elle a arrêté, parce qu'elle jouait tellement naturel. Je ne sais pas pourquoi, bon, enfin, chacun choisit ce qu'il veut, hein. C'est ça. Chacun va là où ça l'arrange. Sinon, c'est une excellente actrice de cinéma. Alors, vous comptez plusieurs tournages de films à votre actif. Est-ce que vous pouvez me décrire un souvenir particulier où il a vraiment fallu aller puiser en vous pour jouer un rôle? Bon, il faut dire que chaque film, il y a un personnage et puis bizarrement les gens ont toujours choisi des rôles qui se ressemblent un peu. C'est toujours la mère de famille, il n'y a pas de film de jeune fille quelque part. J'aurais quand même voulu que, parce que quand tu fais ce métier, il faut pouvoir incarner tous les personnages. C'est ça, c'est là qu'on dit que celui-là c'est un vrai acteur, celle-là c'est une bonne actrice. Mais si c'est le même genre à tout moment, le même genre, et c'est ce qu'on a fait de moi jusque-là, et ça sincèrement, donc ça fait que c'est des personnages où je ne fais pas beaucoup d'efforts. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. Et ça, c'est pas bon aussi. On ressent une certaine frustration. Voilà, je me dis que mon doyen comme Bitimoro, oh mon bon Dieu, donnez-lui un rôle de jeune fille, Bitimoro, il joue. Un rôle de vieux, il joue. Un rôle de jeune, il joue. Un rôle d'enfant, il joue. Ça, c'est un vrai comédien, un vrai acteur. Il ne faut pas donner les mêmes personnages aux gens.
camper les gens tu es campé sur un personnage, on dit, c'est maman là-bas, aujourd'hui, ah oui, elle va être la maman de tel, ou bien elle va être la femme de tel, la maman de tel, la femme de tel, c'est tout. Bon, c'est eux qui ont leur texte, hein. C'est eux qui voient, hein. On ne peut pas les obliger à faire autre chose. Mais j'aurais quand même voulu qu'on m'essaie dans d'autres personnages. Est-ce que ça a été la même chose pour vous au théâtre? Parce qu'au cinéma, vous m'avez expliqué que vous avez toujours le même genre de rôle. Non, au théâtre aussi? Non. Au théâtre, là, il y a eu beaucoup de changements. J'ai été jeune fille, j'ai été maman, j'ai été... Non, au théâtre, il y a eu beaucoup de changements. Vous savez, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que les gens changent leur fusil d'épaule parce que quand tu as fait du théâtre, du vrai théâtre, tu ne dois pas avoir beaucoup de difficultés au cinéma. Parce que le théâtre et le cinéma, les gens confondent, hein? Le théâtre est plus difficile que le cinéma. Je vais vous expliquer. Si c'est une pièce de théâtre, vous faites vos répétitions, mais le jour J, vous êtes en face, en contact direct avec le public. Il n'y a plus à dire on reprend la scène, il n'y a plus à dire il y a quelqu'un pour... Non. Alors qu'au cinéma, vous pouvez reprendre une séquence toute une journée jusqu'à arriver à la perfection avant de faire le montage. Et au théâtre, il faut porter la voix pour se faire entendre et se faire comprendre sans crier. Alors qu'au cinéma, vous avez un micro qui est là, vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de trop porter la voix. Donc voilà la différence entre les deux. Et en général, les gens confondent tout. Souvent, il y a des films qu'on voit, mais c'est vraiment... C'est des cris. Bon, les gens confondent tout. C'est pour ça que moi, j'aurais voulu qu'un institut de cinéma soit créé et que des gens aillent se former dans le domaine du cinéma pour ne pas confondre le cinéma et le théâtre. C'est un peu plus clair. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à vous-même créer finalement votre propre rôle que vous auriez dirigé et joué dans un film, du coup? J'ai eu un grand défaut, je ne sais pas si je peux appeler ça un défaut. Je suis le genre de personne, je ne suis pas dur de caractère pour pouvoir diriger un groupe et puis dire aux gens, je pardonne beaucoup. Et ça ne marche pas dans ce domaine-là. C'est pour ça, jusque-là, je n'ai même pas créé une troupe de théâtre, sinon je pourrais bien le faire. Et je suis tellement sensible que les coups que les acteurs ou bien les comédiens font aux metteurs en scène et aux réalisateurs, je ne peux pas les supporter. Peut-être que je ne serai même pas de ce monde-là. Que je n'ai pas pensé à ça parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sang-froid, beaucoup de courage. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais encore à l'Institut des Arts, à l'école de théâtre, on devait présenter une pièce, Les Sofas de Zadi Zaoulou. Et il y a un comédien qui nous a lâchés. On était au théâtre de la Cité et toutes nos premières étaient assistées par toutes les personnalités. À l'époque, on obligeait toutes les personnalités à venir au théâtre. Les diplomates. La salle était archi comble. Et le comédien a disparu. Paix à son âme. Comment ça s'appelle? Badoté. C'est plus tard qu'on a appris que c'est un esprit qui était en lui. Et la salle était là. On attendait. Et avec notre directeur, M. Thiam Mokodou, nous sommes allés jusqu'à Koumassi ou à Port-Boué, où sa famille logeait. Quand on est arrivé, ils ont dit « Ah, vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. » Et que même pour passer son concours d'entrée en 6e, il est arrivé dans la cour de l'école, il est resté planté derrière un arbre jusqu'à la fin des épreuves. Donc c'est des trucs comme ça qui lui arrivent. Moi, si j'étais metteur en scène ce jour-là, peut-être que je serais tombé dans les pommes. Peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. C'est des situations que je ne peux pas supporter. Une autre fois, on avait notre directeur, Jean Favarel. On a monté la pièce, là, comment ça s'appelle déjà? Oh. Et on devait jouer. Il y a des comédiens qui se sont retirés à 1 semaine de la première, d'autres à 10 jours de la première, parce qu'il y avait un genre de sabotage
Ils ne voulaient pas du blanc là. Mais il y en a qui ont attendu le jour J, même qui n'est pas venu au centre culturel français. Et lui, étant le metteur en scène, comme il connaissait toute la pièce, il est venu nous trouver dans les loges. Il dit, ne paniquez pas, nous allons jouer. Il a porté une veste. Il a pris le rôle, et c'est le rôle principal. S'il vous plaît. Et il s'en est sorti. Parce qu'il s'est excusé, il a dit, il y a tel qui devait faire ce rôle-là, mais qui se trouve actuellement à l'hôpital. C'est faux. Donc, toutes mes excuses, c'est moi qui vais remplacer la personne. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, quand on a fini de jouer, des gens sont venus dans les loges, ils ont dit, mais qu'est-ce que l'autre aurait fait de mieux? Parce que ce que vous venez de faire là, nous, on est épatés. Hein? Et c'est comme ça qu'il a joué toute la série avec nous. Donc, c'est dire que c'est des situations, il faut être assez fort de caractère pour pouvoir les supporter. Moi, je ne pense pas pouvoir faire ça. Même avec ma famille, l'État a voulu qu'on fasse un petit spectacle. Il y a un acteur qui n'était pas là. On l'a attendu. Les gens ont commencé à siffler dans la salle. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit non, c'est quelle horreur ça, c'est quelle honte ça. Ce que je n'ai pas vécu quand j'étais plus jeune, à mes vieux âges là, je vais venir vivre ça ici. C'est quelle honte ça, les gens nous attendent. Oh, il était sur un autre gombo au palais de la culture. Et il est arrivé, moi on m'a appelé pour me le signaler. Donc quand il est arrivé, je l'ai engueulé, j'ai dit, vous voyez, ce métier-là, autant on vous applaudit, autant on vous rejette. C'est-à-dire que les gens qui vous aiment, qui sont contents de vous voir aujourd'hui, demain c'est comme ceux qui sont accros à la télé. Quand tu es un acteur, que tu es accro, tu veux à tout moment passer, oui, non. Les gens ont marre, un moment donné, dès qu'on te voit, on te zappe. Lui, il vient raconter quoi encore? Il faut passer à la télé quand on a quelque chose de à dire, quand on a quelque chose de nouveau à dire. Il ne faut pas toujours passer parce que la télévision te dit viens, tu t'exposes. C'est comme certains acteurs, certains comédiens, quand ils ont porté une tenue de scène, pour qu'on les reconnaisse, le lendemain ils sont dans la même tenue brillante et puis ils s'en vont. Je dis non, tu as fini. Le personnage est terminé, tu le deviens toi-même. Vis ta vie de tous les jours. Tu portes cette tenue brillante là que tu as portée hier sur la scène, tu la portes sous le soleil. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Donc vraiment, je lui ai dit que quand on tourne, quand on dit 7 heures, j'arrive à 7h moins 5 sur le lieu du tournage. Et vous, on vous attend. Il y en a qui s'amènent à 9h, à 10h. Et pourtant, dans ma famille, je suis la plus ancienne. La plus ancienne des comédiens et des acteurs. Je suis la plus ancienne. Après moi, c'est Père Sonam, Nadier, la maman de Boyeri. C'est nous deux qui arrivons tout le temps là. Et puis on vous attend. Ça vous fait plaisir comme ça? Pour réussir dans ce métier-là, il faut respecter les règles du métier. Il faut être à l'heure. Donc il y a beaucoup de choses que ces enfants-là ne connaissent pas. On les applaudit dans les rues. Ah, c'est tel. Pour eux, ça suffit, ils font n'importe quoi. Donc vraiment, moi, je n'ai pas la force de supporter tout ça. Donc je ne m'amuse même pas à créer un groupe quelque part. Et puis demain, on te lâche. Les peintres, par contre, sont heureux. Parce que tu fais tes tableaux. Tu vois, tu les exposes. Que des gens soient là ou pas, tes tableaux sont là. Mais au théâtre, c'est différent. Au théâtre, c'est différent. Vous devez jouer. Le comédien n'est pas là, vous faites comment? Ça, c'est des crises cardiaques. Donc, comme je ne veux pas en avoir, je n'ai jamais essayé ça. Je préfère aider des gens. Si tu as ta pièce, tu dis, maman, viens me donner un coup de main. Je vais t'aider à faire la mise en scène, tout et tout. Mais moi, même s'il y a une mise en scène, je dis non. Voilà. Mais est-ce que le futur de Madame Thérèse Taba, ce ne serait pas dans la peinture, pourquoi pas? Non, comme j'ai un problème de vue, ça va être difficile. Ça va être difficile. J'ai un problème de vue, ça va être très difficile. J'aime ce métier. Je l'ai pratiqué depuis l'âge de 16 ans. Quand j'entrais à l'INA, j'avais 16 ans. En 67, j'avais 16 ans. J'ai passé toute ma vie là. En 1967, je suis rentré à l'Institut national des arts. J'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Passer ma vie là-bas. Je ne peux pas, non. J'aime trop ce métier pour aller faire un autre. Non.
Merci Maman Taba pour tous ces conseils que vous avez prodigués à la jeune génération et même aux plus anciennes. J'avais envie de conclure cet entretien en vous demandant de manière assez classique, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Bon, j'ai aimé ce métier, je l'ai pratiqué. Il y a des gens qui ont aimé ce que j'ai fait et qui ont emprunté le même chemin. Je suis fière. Parlez. Voilà. Ah ben, je suis fière et je me dis que quand quand on fait quelqu'un de plus jeune que vous vient faire la même chose que vous, ça veut dire qu'il a aimé ce que vous avez fait. Ça veut dire que vous avez été utile. Je pense que j'ai été utile parce que, à cause de moi, beaucoup de jeunes sont venus dans ce métier-là. C'est déjà quelque chose. Et ça ne peut que me réjouir. J'en suis fière. Voilà. Vous savez, vous êtes une bibliothèque du cinéma ivoirien. Donc, effectivement, c'est un honneur pour nous, déjà, de faire cette interview. Et dans Vétérans, on vient jamais les mains vides. Donc, on a une petite surprise pour vous. Alors, il s'agit d'un petit trophée. C'est un award vétéran qu'on a créé spécialement pour vous. Pour vous dire merci pour toute votre contribution à la culture ivoirienne. Voilà. Donc, on va juste vous remettre ce trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux rester assise, hein? Oui, c'est moi qui viens à vous. Toujours. Voilà. Donc, un trophée pour Maman Taba. Waouh. Voilà. Et ce trophée, je le dédie à tous ceux qui ont embrassé ce même métier que moi, qui ont aimé ce métier, qui sont encore dedans, malgré toutes les souffrances qu'on peut en tirer. Je dis, ça c'est pour nous tous. Papa Neba, c'est pour toi. Maman Anne, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que s'achève notre numéro de Vétérans, l'émission qui rend hommage aux personnalités qui ont marqué la culture, l'art, le sport et le divertissement africain. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt. Restez connectés sur STV, la télé selon votre vision.